On débat sur la future superpuissance, mais tout le monde se trompe. Il n'y aura plus de superpuissance. Et voici pourquoi. Soyons clairs, les conditions qui ont créé les superpuissances, les circonstances uniques des 19e et 20e siècles n'existent plus. Le jeu a fondamentalement changé. Le statut de superpuissance peut être vu comme un tableau de score, car il regroupe 6 aspects. Portée militaire, puissance économique, indépendance énergétique, géographie stratégique, domination technologique et alliance. Tous sont importants. Le problème est qu'un pays visant la domination mondiale doit exceller simultanément dans toutes ces catégories, ce qui est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Et c'est pourquoi chaque grand prétendant, la Chine, l'Inde et même l'Union européenne, échoue inévitablement. Et à la fin, nous remettrons chaque prétendant sur le tableau de score afin que vous puissiez voir exactement où chacun se situe. Superpuissance ne veut pas simplement dire puissant ou influent. La France est influente, l'Arabie Saoudite est puissante. Aucune des deux n'est une superpuissance. Une superpuissance domine simultanément sur les plans militaires, économiques, technologiques et géographiques. Tout cela simultanément, et à l'échelle mondiale. L'Empire britannique s'en est approché mais manquait de certaines capacités industrielles et subissait un surmenage impérial constant. L'Union soviétique avait une grande puissance militaire, mais son économie fragile s'est effondrée après 1991, laissant les États-Unis. Eh bien, c'était quelque chose de différent. C'était vraiment un moment unipolaire. Une superpuissance dotée de la plus grande économie, d'une technologie avancée, d'une monnaie de réserve, d'une géographie protégée et des alliances étendues. Tout fonctionnait partout, ensemble et simultanément. Devenir une superpuissance mondiale ressemble à un jeu de stratégie où l'on crée l'empire parfait. Vous devez obtenir un score élevé dans tous les domaines suivants. Le premier, c'est la portée militaire. Et non, cela ne signifie pas simplement qu'il vous faut une armée puissante avec plein de chars pour écraser votre ennemi le plus proche. Vous devez pouvoir projeter votre puissance au-delà des océans, en construisant une marine capable d'opérer partout librement. Vous aurez donc besoin de bases, à l'étranger sur plusieurs continents, et il vous faudra la capacité non seulement de combattre, mais aussi de gagner des guerres à des milliers de kilomètres de chez vous. La portée militaire est l'indicateur le plus clair, mais elle dépend entièrement de la catégorie numéro 2. L'échelle économique. Le PIB compte, mais il faut aussi un vaste marché intérieur dont d'autres pays dépendent. Vous avez besoin d'une monnaie que tout le monde utilise, et du levier économique nécessaire pour récompenser les amis, et punir les ennemis, où qu'ils vivent. Votre économie dépend de l'énergie. Si on peut couper votre électricité, vous n'êtes pas une superpuissance. Vous avez soit besoin de vastes ressources nationales, soit de chaînes d'approvisionnement totalement sécurisées, qui ne peuvent pas être perturbées. Et aujourd'hui, cela devient plus difficile que jamais. Cela aide si vous disposez de certaines défenses naturelles, ce qui s'intègre parfaitement dans notre 4e catégorie, que nous appellerons la géographie stratégique. Les défenses naturelles rendent une invasion presque impossible. Océans, montagnes, voisins amicaux. Contrôler les points d'étranglement, le transport, les détroits, la finance, l'internet et les chaînes technologiques mènent à la 5e catégorie, la domination technologique. Il faut contrôler presque exclusivement des technologies clés indispensables à d'autres pays et difficiles à reproduire. Exceller à créer des smartphones un peu meilleurs chaque année, cela ne suffit pas. Nous parlons d'un type de mainmise technologique où tous les autres louent en quelque sorte leur avenir auprès de vous. Enfin, il vous faut des partenaires fiables qui renforcent votre pouvoir. C'est l'architecture d'alliance. Les partenaires potentiels doivent être prêts à suivre votre direction en temps de crise, à accueillir vos bases militaires et à adopter, ou du moins tolérer, vos normes culturelles. Il y a bien sûr d'autres catégories à prendre en compte. La population influe sur la géopolitique. Un taux de natalité stable et une démographie favorable sont des atouts. L'influence diplomatique, culturelle et votre histoire comptent. Ces catégories de soft power sont assez subjectives et difficiles à définir empiriquement. Globalement, pour créer une superpuissance idéale, vous feriez probablement cela. Un vaste pays, entouré d'océans, peuplé de centaines de millions d'habitants, possédant des ressources énergétiques pour des siècles, un centre financier mondial et des monopoles technologiques. D'autres ne peuvent pas avoir des bases militaires sur chaque continent et des alliés qui répondent réellement présents quand vous en avez besoin. En 1945, les États-Unis, avec 50% du PIB mondial des infrastructures intactes et un monopole nucléaire,
pouvaient le réaliser. En 2026, tout change. Les anciennes règles des superpuissances ne fonctionnent plus. 3 évolutions majeures rendant leur modèle obsolète. Nous débutons par la première raison. La guerre n'est plus rentable. Longtemps, la conquête rapportait, comme Rome qui a gagné des provinces prospères. La Grande-Bretagne a bâti un empire riche, grâce au commerce et à l'extraction de ressources. L'expansion américaine a aussi apporté des territoires et des opportunités. Aujourd'hui, l'économie s'est inversée. La guerre moderne détruit l'économie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fin 2024, la Russie aurait dépensé plus de 200 milliards de dollars et subi des centaines de milliers de pertes humaines. Gagner quoi? Des terres ravagées, des infrastructures détruites, des sanctions et le statut de paria. Cela a coûté à l'économie environ 1,3 billion de dollars jusqu'en 2026 litres. Une armée ayant épuisé des décennies de stocks soviétiques. L'Occident ne fait guère mieux. Même les guerres modernes réussies sont rarement rentables. Selon les chercheurs de l'université Brown, 20 ans de guerre contre le terrorisme ont coûté aux États-Unis près de 8 000 milliards de dollars. En Irak, le prétendu prix du pétrole irakien ne s'est jamais matérialisé comme un avantage qui aurait pu compenser les coûts. Là-bas et ailleurs, malgré la supériorité tactique et technologique, les choix politiques et les retraits ont créé d'immenses vides de pouvoir. La région reste instable, alors pourquoi la guerre ne rapporte-t-elle plus? La richesse moderne dépend de chaînes complexes, de travailleurs instruits et de technologies avancées, que les bombes détruisent au lieu de capturer. S'emparer d'une usine de semi-conducteurs sans ingénieur, fournisseur ni client, ne donne qu'un presse-papier très cher. Le risque nucléaire. Les conflits entre grandes puissances pourraient détruire la civilisation. La crise des missiles de Cuba a montré que plus les superpuissances s'approchent d'un conflit, plus l'anéantissement menace tous. Cela limite strictement les conquêtes possibles, car la guerre de guérilla et les insurrections rendent les occupations très coûteuses. La Grande-Bretagne l'a vécu lors de la dissolution de son empire. Les États-Unis l'ont compris au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. La Russie l'avait déjà appris en Afghanistan et elle est en train de réapprendre cette leçon en Ukraine. On ne peut plus simplement bombarder son chemin vers le statut de superpuissance. Nous verrons bientôt pourquoi la Chine a mieux compris cette leçon et comment cela influence sa stratégie. Mais parlons de la deuxième raison. La domination économique crée sa propre vague d'opposition. Plus on domine économiquement, plus les autres cherchent à réduire leur dépendance. Historiquement, cela s'est toujours produit ainsi. Lorsque la Grande-Bretagne dominait le commerce mondial dans les années 1800, sa richesse croissante n'achetait pas seulement de l'influence. Elle réveillait aussi des concurrents comme l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Chacun d'eux a commencé à construire une base industrielle destinée à briser l'emprise britannique. L'hégémonie économique britannique a engendré ses propres rivaux. Aujourd'hui, ce phénomène s'accélère. L'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie paraissait prometteuse. Ils voulaient traiter aux pays en développement contre des accords sur les infrastructures, l'influence et la dépendance. En 2023, la Chine avait investi 1000 milliards de dollars dans plus de 150 pays. Le résultat, comme nous l'avons vu, a été une forme de réaction transparente qui n'aurait pas été possible il y a 100 ans. Des pays comme le Sri Lanka et la Zambie, lourdement endettés, accusent la Chine de diplomatie du piège de la dette. Les deux parties auraient pu prévoir cela. Au lieu de partenaires loyaux, la Chine a suscité des partenaires rancuniers cherchant des alternatives. Le port de Hambantota au Sri Lanka, loué 99 ans à la Chine faute de remboursement, symbolise le prêt prédateur mondial. La domination du dollar a créé son opposition. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, discutent depuis des années d'alternatives au commerce en dollars. Après le gel des avoirs russes par les États-Unis en 2022, même les alliés américains ont discrètement diversifié leurs réserves, craignant d'être visés. La Chine a accéléré le yuan numérique pour réduire sa dépendance au dollar. La coercition économique encourage la diversification, pas la soumission. Le pouvoir économique s'autolimite. En devenant trop dominant, on incite les autres à vous contourner. Et maintenant, il est temps de passer à la troisième raison. La technologie ne peut plus être monopolisée, et c'est un changement sismique dans l'acquisition du statut de superpuissance. La Grande-Bretagne a gardé la technologie industrielle pour dominer pendant des décennies. Les États-Unis ont dominé l'informatique, l'aérospatiale et la technologie nucléaire pendant une génération après la Seconde Guerre mondiale.
Ces monopoles se sont directement traduits par un statut de superpuissance. C'est impossible aujourd'hui. L'information circule instantanément. Ce qui nécessitait des années d'espionnage est désormais accessible en quelques semaines via articles, brevets ou bases de données piratées. Dans les années 1950, l'ingénierie inverse prenait des décennies. Aujourd'hui, cela prend moins d'1 an, en partie à cause de la mobilité mondiale des talents. Des étudiants chinois décrochent leur doctorat au MIT, Stanford, Harvard et Yale. Des ingénieurs indiens travaillent en Silicon Valley, puis repartent avec leur expertise. En 2023, la Chine a formé 3,6 millions de diplômés STEM par an, contre 820 000 aux États-Unis. Impossible de garder un monopole sur la connaissance quand ses créateurs circulent librement entre les frontières. L'espionnage informatique et la production étrangère ont détruit les monopoles technologiques. Le vol présumé des plans du F-35 par la Chine aurait accéléré de plusieurs années le développement de leur J-20. Quand Apple a délocalisé la production de l'iPhone, Foxconn, fabricant taïwanais d'électronique, a appris à gérer tout le processus de fabrication, pas seulement l'assemblage. Le schéma se répète. Les smartphones, nés aux États-Unis en 2007, sont désormais dominés par des entreprises chinoises. Dans le domaine de l'IA, la Chine est en tête en matière de recherche et de talent, publiant plus d'articles sur le sujet qu'aux États-Unis. Plus de 80% de tous les panneaux solaires expédiés dans le monde, eux-mêmes inventés au Bell Labs, basé aux États-Unis, en 1954, sont désormais fabriqués par la Chine. Le taux de diffusion des connaissances s'est accéléré de façon catastrophique pour les aspirants monopolistes. Des technologies qui mettaient 50 ans à se répandre dans le monde en 1950 se diffusent désormais en moins de 5 ans. Impossible de garder assez d'avance pour transformer un avantage temporaire en domination durable. Nouvelle réalité. Guerre non rentable, domination économique contestée, technologie non monopolisable. Ces changements modifient profondément les possibilités. Voyons leurs implications pour les pays. Beaucoup pensent devenir une superpuissance, et on peut vérifier les critères si un candidat semble en être capable. La Chine est la deuxième économie mondiale, avec environ 18 000 milliards de dollars de PIB. Une armée modernisée avec porte-avions, chasseurs furtifs, missiles hypersoniques, leader en 5G, véhicules électriques et fabrication de panneaux solaires. Avec 1,4 milliard d'habitants, cela devrait suffire, non? Mais attendez de voir de quoi la Chine dépend pour rester alimentée en électricité. La Chine importe environ 70% de son pétrole et 45% de son gaz naturel. Le problème principal, c'est que la plupart de cette énergie transite par bateau via le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie. C'est un point clé contrôlé par des alliés des États-Unis. Cela signifie que toute l'économie de la Chine, toute cette industrie manufacturière, toutes ces mégapoles, toute cette armée, fonctionne grâce à l'énergie. Cette énergie transite par un détroit que la marine américaine pourrait fermer rapidement. En cas de crise à Taïwan, cela devient l'atout clé des États-Unis. La Chine le sait. C'est pourquoi elle cherche activement à construire des oléoducs terrestres depuis la Russie et le Kazakhstan. Mais même ceux-là ne peuvent pas remplacer le pétrole transporté par voie maritime. Pas du tout. La géographie aggrave le problème. La Chine est entourée de rivaux comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam, alliés ou opposés à sa puissance. La Russie est un partenaire ponctuel, pas un allié fiable. Ils rivalisent de tous en Asie centrale, et la Russie redoute l'expansion chinoise à long terme en Sibérie. Comme évoqué, l'initiative des nouvelles routes de la soie en Chine a généré du ressentiment plutôt que des alliés fidèles. S'ajoute la question démographique. La population chinoise est en baisse après avoir atteint un sommet. L'ONU prévoit que leur population va maintenant chuter de 1,4 milliard à moins de la moitié de ce chiffre actuel, soit moins de 800 millions d'ici 2100. Leur main-d'œuvre diminue, moins de travailleurs, plus de retraités, coûts en hausse, rien à voir avec une trajectoire de superpuissance. En examinant les 6 critères de superpuissance, la Chine est une puissance régionale forte mais pas mondiale. Si la Chine échoue, l'Inde, riche en jeunes contrairement à la Chine, sera la prochaine candidate, mais le défi sera plus grand. Nous allons vous montrer pourquoi cet avantage est réel, mais aussi insuffisant pour devenir une superpuissance. Avec 1,5 milliard d'habitants et un âge médian de 29 ans, ils offrent la main-d'œuvre recherchée par la Chine. Leur démocratie facilite les alliances avec l'Occident. Leur géographie est suffisamment défendable, avec des montagnes au nord et des océans au sud. Les problèmes de l'Inde concernent, tout le reste, son économie. Le PIB de l'Inde est d'environ 4,1 billions de dollars, soit un 5e de celui de la Chine et un 7e des États-Unis. Le revenu par habitant reste à 2600 $, limitant la consommation intérieure.
Les infrastructures énergétiques sont obsolètes, les coupures fréquentes, routes inadéquates, ports mal gérés. Le piège du revenu intermédiaire menace fortement, militairement. L'Inde est forte régionalement, mais sans influence mondiale. Sa marine se concentre sur la défense côtière, sans capacité de projection en haute mer. Ils ne peuvent mener d'opérations expéditionnaires hors d'Asie du Sud, et ne l'ont plus fait depuis la Seconde Guerre mondiale sous l'Empire britannique. Avez-vous déjà entendu parler d'une base militaire indienne en Afrique, Europe ou Amérique latine ? Elle n'existe pas. Technologie. L'Inde est leader en services d'informatique, centre d'appel, développement logiciel et back-office. Oui, on prétend que votre ordinateur a été compromis et que vous devez acheter des cartes cadeaux. Mais la domination en innovation ou en fabrication est encore loin. Ils importent majoritairement leur matériel militaire et restent dépendants de la Russie, malgré leur alignement occidental. Pour l'énergie, la situation ressemble à celle de la Chine. L'Inde importe 85% de son pétrole, principalement de Russie, et reste vulnérable à l'océan Indien comme la Chine. Des points d'étranglement bloquent le détroit d'Ormuz, par où doit passer une grande partie du pétrole brut du Moyen-Orient, et l'économie indienne s'arrête net. On pourrait croire qu'1 milliard d'habitants suffit pour être puissant. Mais l'industrialisation a fait de la productivité un critère plus essentiel que la population. Qu'en est-il alors de l'Inde ? Acteur régional majeur, mais il lui manque trop pour être une superpuissance. Voyons maintenant un autre prétendant bien plus riche. Sur le papier, l'Union européenne, ou UE, semble être une candidate incroyable pour devenir la prochaine superpuissance mondiale, à condition de croire qu'un bloc d'États partageant les mêmes idées peut fonctionner comme une seule entité. Son PIB combiné approche 20 000 milliards de dollars, rivalisant avec celui des États-Unis. Elle compte 450 millions d'habitants, excelle en aéronautique, automobile et produits de luxe, et possède une architecture d'alliance intégrée. C'est une union d'États. Voilà pourquoi l'UE paraît puissante sur le papier, mais échoue en pratique. Quand il faut agir comme un seul pays, elle n'y parvient pas. C'est le problème du comité. Militairement, l'UE n'a pas de commandement unique. La France, dotée de l'arme nucléaire, vise l'autonomie stratégique, tandis que l'Allemagne a longtemps sous-financé son armée. Son budget de défense tournait autour de 1,5% du PIB, jusqu'à ce que la Russie envahisse l'Ukraine et les pousse à réagir. Les membres d'Europe occidentale veulent commercer avec la Russie. Ce ne sont pas des positions complémentaires. L'UE dépend presque entièrement des États-Unis pour la projection de puissance et la dissuasion nucléaire. Lorsque des crises surviennent, l'Europe attend souvent que l'Amérique agisse, comme en Libye, Syrie ou Ukraine. 27 armées différentes ne font pas une armée forte. Elles forment un comité qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur les priorités de déploiement. La guerre Russie-Ukraine va révéler de graves faiblesses en indépendance énergétique. L'Allemagne dépendait du gaz russe. Les gazoducs Nord Stream assuraient environ 55% des importations de gaz allemandes avant la guerre, lorsque l'approvisionnement a été coupé. La flambée des prix de l'énergie en Europe a forcé les pays à agir en urgence. La transition vers les énergies renouvelables reste incomplète et mal coordonnée, mais le principal problème est l'absence d'unité politique. La Hongrie entrave le consensus pour garder ses liens avec la Russie, tandis que France et Allemagne divergent sur budget, nucléaire et défense. Le gouvernement italien est instable. On ne peut tout simplement pas être une superpuissance si l'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la politique étrangère. Et, pire encore, le Brexit a prouvé que tout l'édifice est réversible si la Grande-Bretagne a pu simplement partir. L'Union n'est pas permanente. Le verdict sur l'Europe, bloc économique et puissance réglementaire indiscutable, mais pas une superpuissance unifiée. Mettons de côté d'autres candidats. D'abord, l'ours dans la pièce. L'économie russe est plus petite que celle de l'Italie, avec un PIB de 2,2 billions de dollars. Sa démographie chute, la population baisse. L'espérance de vie des hommes, environ 68 ans, est inférieure à celle de la Syrie, la Palestine, le Venezuela et la Corée du Nord. La guerre en Ukraine a exposé des faiblesses militaires, de la corruption, une mauvaise logistique et un équipement dépassé. Il reste une puissance régionale dotée de l'arme nucléaire. Le Brésil, l'Indonésie et le Nigeria sont des puissances émergentes, mais chacun manque d'éléments clés. Le Brésil a des ressources, mais manque d'infrastructures, de technologie et de puissance militaire. L'Indonésie a une grande population, mais peu d'influence économique ou militaire mondiale. Le Nigeria bénéficie d'un fort potentiel démographique, mais pâtit d'une gouvernance instable et d'un manque d'infrastructures.
La démographie ne suffit pas à faire une superpuissance, sinon on craindrait que le Bangladesh domine le monde. Regardons une dernière fois notre tableau de bord. La Chine échoue en indépendance énergétique, géostratégie et alliance. L'Inde échoue économiquement, militairement, technologiquement et en indépendance énergétique. L'Union européenne échoue militairement, énergétiquement, géographiquement et politiquement. La Russie n'est pas une vraie option et échouerait de toute façon sur l'économie, la démographie et la technologie. Tous les candidats échouent sur plusieurs points. Voyez-vous un schéma ? Qu'est-ce qui remplace les superpuissances ? Des puissances régionales, Chine en Asie de l'Est, Inde en Asie du Sud, États-Unis dans les Amériques. Les États-Unis dominent la technologie et la finance, la Chine la fabrication, et l'Union européenne les normes réglementaires. Dans le passé, les superpuissances contrôlaient tout. Il semble de plus en plus probable que les puissances futures ne contrôleront qu'une partie des choses. Le monde devient multipolaire et plus stable grâce à l'interdépendance. Mais qui coordonnera l'action collective lors d'une crise inévitable ? La mondialisation nous rend trop liés pour dominer ou contrôler un système dont on dépend. Au XXe siècle, les monopoles technologiques des guerres mondiales et l'héritage colonial ont permis l'émergence de superpuissances. Le XXIe siècle suit d'autres règles. Les superpuissances étaient propres au siècle dernier. Les États-Unis seront peut-être la dernière que nous verrons. Maintenant, allez voir la fin de l'empire de la superpuissance des États-Unis qui commence ici, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.